Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Alexandre Moranville-Ouellette aux nouvelles. On parle beaucoup de violence armée à Montréal, le sentiment de sécurité. Mais là, on a des chiffres dans le journal ce matin où on apprend qu'il y a 2 fois moins de coups de feu à Montréal depuis 5 ans. Quand même. Et enfin, une bonne nouvelle au niveau des armes à feu, de la violence. Là, rapportez-vous un tout petit peu en 2021. Hein, on avait des incidents par arme à feu. On dirait on en parlait chaque jour là, dans les médias. On disait qu'il y avait une épidémie littéralement de coups de feu dans la métropole. Ben, semble-t-il que ça a coupé, comme tu le dis, de moitié là, depuis 2021. Dans l'an passé, c'est 76 événements de décharge par arme à feu qu'on a comptabilisés du côté du SPVM. En 2021, on était à 145 là, quand il y avait cette flambée. Et là, les statistiques post-pandémiques qui étaient beaucoup trop hautes viennent d'être amenées à la normale. Ben, comment on explique ça du côté du SPVM puis des experts? Ben, on dit, regardez, il y a un apaisement social, il y a une reprise de contrôle, oui, depuis la pandémie, mais aussi beaucoup de jeunes, de mineurs, tu sais, qui ont été retrouvés avec des armes à feu dans les mains, qui les ont déchargées dans des rues, qui essayaient d'impressionner des gens, qui travaillaient pour le compte du crime organisé, ben, qui commencent à comprendre que les sentences, finalement, c'est pas juste des tapes sur les doigts qui sont données pour des mineurs. En 2025-2026, jusqu'ici, là, 310 jeunes qui ont été condamnés à la détention, hausse de 10% par rapport à l'autre année d'avant. Donc, il y a de plus en plus de ces jeunes-là qui vont pas juste là, avoir une tape sur les doigts, ressortir, vont aller directement passer du temps en dedans. Il y a aussi plusieurs projets qui ont été mis sur pied par les corps policiers, entre autres le SPVM, là, pour être capable de lutter contre les armes à feu et le crime organisé. Pensez, entre autres, là, ce printemps, au projet Aurora du SPVM, projet dans lequel on surveille les applications de messagerie cryptée sur lesquelles se donnent des contrats. Là. Hey, va incendier tel commerce. Hey, va décharger une arme à feu quelque part pour passer un message. Mais là-dessus, on intercepte là, beaucoup de jeunes, une vingtaine, en moyenne 17 ans, qui ont été arrêtés juste dans les premières semaines de cette opération. Bref, c'est quand même là, un beau progrès. Quand ça arrive, il faut le souligner. Oui, il faut le souligner, mais ça, c'est le travail de plusieurs facteurs qui sont mis simultanément en cause. Moi, je ne suis pas un grand fan là, de l'approche unique là, de sensibilisation, puis de ci, puis ça. Il en faut, c'est correct, il en faut. Mais à un moment donné aussi, il faut avoir des conséquences. Et on s'aperçoit. C'est drôle, hein? Nous, on est de ceux qui en parlent beaucoup de ça. L'importance d'avoir des conséquences de ses actes. Pas juste une petite tape sur les doigts. Quelque chose de très dissuasif qui fait réfléchir. Et c'est drôle. Quand il commence à y avoir des peines un peu plus sévères, là, c'est drôle, là. Là, on aperçoit une diminution. Au début, il y a toujours des gens là, qui vont montrer du doigt ce genre d'idée-là en disant non, faut pas être trop répressif, définancer la police. Là, on s'aperçoit qu'on a l'impression que le balancier est revenu un peu de l'autre bord. Est-ce qu'on est en train d'atteindre... souvent, la vérité est quelque part dans le milieu, là, d'atteindre une zone où là, on a trouvé un bon équilibre entre la sensibilisation et des mesures de répression un peu plus sévères. Là, la prochaine histoire est très gênante pour la mairesse de Montréal. C'est en une. La voiture de la mairesse a été saisie, Alexandre, pour un ticket impayé. Ouais, c'est spécial, cette histoire-là, alors qu'elle était même pas au volant, imaginez-vous. On est en mars dernier, le 9 mars, c'est Pascal Delinois, qui est le conjoint de la mairesse, qui, lui, reçoit un ticket en bon français parce qu'il roulait plus vite que 50 km/h, là, tout près du boulevard métropolitain. Et là, l'agent du SPVM, lui, consulte la plaque. Elle est au nom de la mairesse, la voiture, et on se rend compte qu'elle n'a pas l'autorisation de circuler, cette voiture-là. Pourquoi? Ben, parce que à ce moment-là, il y a une contravention qui est impayée. Semble-t-il, là, qui n'a jamais été reçu. C'est ce que dit la mairesse, qui est tombée entre deux chaises, pour reprendre de ses propos. Et là, ce que ça fait, ben, c'est qu'il y a 2 autres conseils d'infraction qui sont donnés à son conjoint, et hop, le véhicule remorqué, saisi, amené jusqu'à la fourrière. Bon, là, du côté du cabinet de la mairesse, on précise en disant, regardez, là, ça, c'était une erreur, elle l'avait pas vu. À ce moment-là, on l'a réglé dans la même journée, retourné chercher l'auto, tout s'est bien réglé. Mais quand même, là, ça fait sourciller certaines personnes de voir que même la mairesse, tu sais, qui est supposé recevoir, là, quand t'as pas payé un ticket, là, tu reçois 2 avis par la poste, il y en a un qui est livré par courrier recommandé. Tu sais, d'habitude, ça se rend jusqu'à toi. C'est quoi l'explication? Bah, ça reste à voir. Ben, c'est ce point-là là, qui est un peu soulevé, notamment dans le journal, par quelqu'un de chez SOS Ticket, là. En disant, ben, minimalement, tu as des avis, là. Fait que là, l'explication de c'est tombé entre 2 chaises, bon, là, on n'a pas d'explication, on peut pas lui poser des questions directement sur les circonstances entourant tout ça. C'est toujours plus facile de faire une simple déclaration, mais
revenons un peu en arrière. Là. Vous vous souvenez de l'histoire, là, tu sais, le cellulaire gate, là, avec Denis Coderre, là, tu sais, qui avait été photographié, puis là, après ça, il la première... remettait dans son sur le socle, oui. Puis après téléphone. ça, la version avait changé. Puis là, on avait fait tout un plat pour une histoire de cellulaire au volant, puis tu sais, il était dessus, bon... après ça, il a fait, tu sais... Il a dévoilé la vraie histoire. Mais il avait affronté, au moins, il avait répondu aux questions. Mais là, on se cache derrière une déclaration. Puis ça reste que, tu sais, regarde, là, on va lui donner le bénéfice du doute. On ne peut que faire autrement. On n'a pas le fin détail de cette histoire-là. Mais ça, je veux dire, c'est pas le genre de manchette que la mairesse aime voir, assurément, en une du journal ce matin, là. Moi, à chaque fois qu'il y a le gouvernement qui s'implique dans un projet souvent informatique, j'ai de grosses appréhensions sur le budget final de cette histoire-là. Mm-hmm. Et là, on a un autre exemple avec la transition numérique à Santé Québec qui explose. Ouais, puis on connaît pas toujours, encore une fois, la facture complètement finale, parce que semble-t-il que ça bouge beaucoup là, dans ces dossiers-là. Vous vous souvenez du CIFA, un projet, là, le système d'information en finance et en approvisionnement, là, qui est supposé remplacer quelque chose comme 41 systèmes informatiques qui vieillissent dans le réseau de la santé. Gros projet numérique. Et là, on apprend, dans un communiqué qui a été publié le 17 juillet dernier, que là, Québec là, revoit encore, parce que c'est déjà arrivé par le passé, encore à la hausse les estimations des coûts. Et on était supposé coûter quelque chose comme un 202 millions, ce morceau-là de projet. Ça passe à 329,4 millions. Mais là, il y a toutes sortes de choses là-dedans, parce qu'il y a un volet qu'on a enlevé qui était supposé lui coûter plus cher. Fait qu'en grosso modo, là, augmentation de 230% des estimations sur ce qu'on était censé payer au départ. Là, Santé Québec dit, mais non, attendez, on va économiser quelque chose comme 1,2 milliard de dollars là, une fois que ça va être lancé. Ça va se rentabiliser tout seul. Mais rappelle que l'Autorité des marchés publics là, a, en mai dernier, là, soulevé dans un rapport là, qui était assez critique, merci, que ce contrat-là, on l'avait attribué en mars 2024 sans jamais savoir combien ça allait coûter, en fait. On suivait pas les coûts là, du côté de Santé Québec. On a donné ça à LGS, une filiale d'IBM, puis on leur a dit, bon, allez-y. Depuis, semble-t-il qu'on met des garde-fous pour surveiller les coûts, mais on dirait qu'on a toujours des nouvelles où il y a une explosion de coûts sur des projets informatiques comme ceux-là dès que le gouvernement du Québec y touche. Moi, c'est pas compliqué. Je leur confierais même pas la tâche de brancher mon imprimante. Tellement que la confiance, elle était ébranlée au fil des ans. L'histoire de la presse ce matin est assez éloquente. Là, appelez plus ça le CIFA. Appelez ça le siphon. Parce que on est vraiment en train de se faire siphonner d'un bord puis de l'autre avec les augmentations de coûts dans les projets gouvernementaux de transformation numérique. Sincèrement, là, confiez ça entre les mains de gens qui connaissent ça, là, parce que des augmentations de 230% par rapport aux premières estimations, c'est que vous savez pas ce que vous faites, là. Ramenez ça dans votre budget, là. Ramenons ça tous à notre budget, là, OK? Si on dépensait comme le gouvernement dépense dans les projets numériques avec des estimations là, très loin de la réalité, là, ben ça ferait longtemps qu'on ferait banqueroute, les amis, là. Oubliez ça, là. Gérer nos finances personnelles comme le gouvernement gère les finances du Québec, ferait longtemps là, qu'on remettrait le bilan, là. Mais là, comme c'est les finances publiques, comme à tous les années, on envoie nos impôts, on dirait que c'est... Bah, tu sais, il va toujours en avoir de l'argent. T'sais, à chaque paye, là, on envoie ça, c'est pas grave. Mais 230% par rapport aux premières estimations, tu te trompes pas d'à peu près 10-15%, là. 230%. Comment tu peux justifier ça? Comment, là, tu peux nous regarder le plus sérieusement du monde et dire, ben oui, 230%. Puis après ça, qu'on est censé trouver ça normal, ben non, je m'excuse. Alors, arrêtez d'appeler ça le CIFA, là, c'est le projet Siphon. Nouvelle affaire, nouvelle patente. Après, ça clique. Après, le dossier santé numérique où on envoie, plutôt que de faire venir un formateur ici, ben non, là, nous autres, on les envoie aux États-Unis. On va envoyer chaque employé se faire former aux États-Unis. 500 000. Tching! C'est le dossier santé numérique. C'est du numérique. Vous opérez pas une espèce de machine là, où il faut être à côté là, de la personne là, pour comprendre les manivelles, les pitons. Là, c'est numérique. Et puis
Puis ajouter à ça les projets fédéraux, parce qu'on n'a pas commencé à en parler, tous les projets de transition numérique, puis le système de paix Phoenix, puis penser à ArriveCan, une petite application pour laquelle on a payé des dizaines de millions, puis c'était 3 gars dans leur sous-sol. Mais comment on va y arriver? Parce qu'à chaque projet numérique, on n'y arrive pas. C'est la catastrophe. Ben non, mais tant et aussi longtemps. Puis ça, là, ça va revenir là, dans les enjeux. On sent, là, effectivement. Tous les partis cette semaine, le Paul Saint-Pierre Plamondon est revenu dans l'actualité. Éric Duhem était là. Mme Fréchette va revenir dans l'actualité aussi. On a vu Charles Milliard avec l'annonce de candidature. La bonne gestion des finances publiques, là, moi je vous le dis, là, l'économie, la bonne gestion des finances publiques, arrêtez de me reparler là, juste d'enjeux très nichés. Ça part de la base. Si tu sais pas gérer ton budget dans la vie, là, oubliez ça, ça fonctionnera pas. Vous n'arriverez pas à vous sortir la tête de l'eau. C'est la même chose pour les finances publiques. D'ailleurs, puisqu'on parle de politique, bon, là, pas vrai qu'on va faire encore une campagne électorale sur un troisième lien à Québec, là. Pas vrai, là. Pas une autre. C'est quoi? C'est la 4e élection sur le troisième, 4e élection sur le 3e lien à Québec? Moi, je préfère y aller par mouture du 3e lien qui ont été présentés, tués, ramenés de l'avant, tués, ressuscités. Tritube, entube. Là, on passe par l'île d'Orléans. Là, on passe plus par l'île d'Orléans. C'est pour le transport en commun. C'est plus pour le transport en commun. Parce que ça fait des années qu'on est dans la maison des fous du 3e lien et le Parti québécois décide de jeter son caillou dans la mare là-dessus. Eux qui, quand même, là, dans la campagne électorale de 2022, étaient pour un 3e lien, mais eux parlaient d'un train léger sous le fleuve qui coûtait, selon eux, 4 à 5 milliards de dollars, reviennent de l'avant en disant, oui, ça prend un lien entre Québec et Lévis, mais pour nous, ce serait un lien entièrement pour le transport en commun. Une idée qui avait déjà été flottée là, dans les 18 versions tuées et ressuscitées de la CAQ là, pour le 3e lien. Donc, c'est la nouvelle mouture de ce que propose là, Paul Saint-Pierre Plamondon. Presque aussi enlevant que les feux de l'amour, cette affaire-là. Ah oui, c'est un vrai téléroman, cette affaire-là. Ça fait partie des projets, justement, pour lesquels je sais pas qui a encore confiance que quelque chose se fasse là-dedans. Puis j'aimerais ça, moi, sincèrement, avoir là, la facture, la comptabilisation totale de tout ce que ça a coûté jusqu'ici, juste en études, puis en firme d'ingénierie, puis demander à CDPQ Infra. Tu sais, il avait demandé la CAQ une grosse étude. Il y était arrivé avec la conclusion que ça servait à rien de faire ça. Puis là, finalement, on le ressuscite quand même. Mais tu sais, quand je vous dis souvent, on ne sait pas ce qu'on fait au Québec, ça, c'en est un bon exemple. Imaginez le temps perdu dans cette histoire-là. Là. Moi, j'ai quasiment envie de vous dire, quand vous saurez ce que vous voulez, là, vous nous le direz, puis après ça, on ira de l'avant avec un projet qui fait du sens. Mais là, je veux dire, je suis sincèrement tanné d'entendre, pas d'entendre parler du projet, parce que je suis très sensible à cette réalité-là. Je suis à Québec à chaque fin de semaine. Mais c'est la façon dont ça a été géré. Le temps perdu me rend fou là, dans cette histoire-là. Resserrement des règles pour les travailleurs étrangers temporaires. Là, il y a les RPA qui tirent la sonnette d'alarme. Oui, c'est dans la presse qu'on peut lire ça aujourd'hui. Là, avec le vieillissement de la population, on le sait, c'est un enjeu constant. Il va falloir prendre soin de nos personnes âgées au Québec. Déjà, des fois qu'on a de la misère à le faire, il va en avoir de plus en plus au fil des années. Le problème, c'est que ça coïncide avec une baisse qu'on peut anticiper du taux des travailleurs étrangers temporaires. On a resserré les règles ici au Québec. Maintenant, là, il y a ces règles pour lesquelles tu peux avoir une espèce de 20% de travailleurs étrangers qui occupent des postes à bas salaire. Ça, c'est un plafond qui est imposé à plein d'employeurs. Le problème, c'est que dans bien des RPA, on est à 40-50% des employés, même des fois, qui ont des permis temporaires. Tout ce qui est préposé aux bénéficiaires, aide cuisinier, employés d'entretien, il y en a beaucoup qui viennent Sénégal, Tunisie, Maroc, Colombie, Côte d'Ivoire, tous des pays pour lesquels il y a des gens qui viennent ici s'installer avec ces fameux permis de travail temporaire. Si évidemment, on resserre trop les règles, mais on va perdre tous ces gens-là à un moment où on va avoir besoin d'en recruter. D'ici 2040, selon une étude justement du regroupement québécois des RPA, c'est 93 000 préposés de plus qu'il va falloir aller chercher d'ici 2040. Puis ça, c'est pas pour augmenter les services, c'est juste pour maintenir ceux qui sont en place. En vieillissant la population, il va falloir en engager encore plus dans les prochaines années. C'est sûr que ça va devenir un enjeu. Hey, parce que justement, puisque tu me parles des résidences pour aînés, là, je veux revenir brièvement sur l'histoire de notre collègue, notamment Félix Séguin, du bureau d'enquête hier. Vous savez, cette dame atteinte d'un stade très avancé d'Alzheimer, de 76 ans, qui a été menottée, arrêtée, détenue pendant une nuit, accusée même après s'être organisée puis s'en être pris à d'autres résidents. Bon, là, il y a eu toutes sortes de réactions, entre autres le PDG du regroupement québécois des résidences pour aînés qui a dit... C'est un cas isolé, mais c'est un cas qui a été très mal géré là, par des employés inexpérimentés, c'est clair. Là où je suis très déçu, c'est la réaction de la ministre
Sonia Bélanger, qui a refusé d'accorder une entrevue là-dessus, d'ailleurs, à nos collègues. Alors, on ne le sait pas. Est-ce qu'il y aura enquête? Est-ce qu'on va pousser ça plus loin? On ne le sait pas. Elle s'est contentée de faire une déclaration écrite en disant « Les personnes vivant avec un trouble neurocognitif doivent évoluer dans un environnement sécuritaire et qu'elles reçoivent les soins adaptés à leur situation. » Bon. Je me serais attendu de plus, de leadership de la part de la ministre Bélanger. Je tenais simplement à le mentionner. L'histoire est suffisamment grave pour sortir sur la place publique lorsqu'on est ministre. C'est une occasion ratée. Disons-le, moi je le note, là, c'est une occasion ratée et je constate un grave manque de leadership dans ce dossier-là. Scène culturelle, Isabelle, c'est en une du journal, les tournages américains qui sont de retour à Montréal. Bien, puis je comprends pourquoi ça fait la page couverture, parce que l'année passée, ça a été très difficile. Puis les tournages américains font travailler les gens d'ici. C'est très prospère pour la business. Là, cette fois-ci, en 2025, il y en avait très peu. 2026, il y a 4 séries qui sont tournées, des séries qui sont importantes aux États-Unis aussi. Ce qu'ils ont fait l'année passée, comme il n'y avait pas de tournage américain, ils ont décidé de créer la semaine 360 pour le secteur audiovisuel. Et puis c'est comme ça qu'ils ont réussi à attirer des séries puis à présenter c'était quoi le savoir-faire québécois, canadien. Donc, présentement, il y a la série Ghost, la 6e saison qui est présentée par CBS. C'est un jeune couple qui s'installe dans une maison qui est tentée, mais c'est rigolo, là. C'est une satire, cette affaire-là. 6e saison qui est en train de se tourner. T'as Einstein et la série Eternally Yours, qui est le même scénariste. Donc, tout ce beau monde-là se connaît. Ils aiment Montréal, ils aiment tourner ici. C'est agréable pour eux. Il y a une série mystère qui est poussée par Amazon MGM. On ne sait pas ce que c'est, mais elle aussi est tournée dans la métropole présentement. On sait qu'Amazon, d'ailleurs, produit LOL qui rira le dernier, qui est présentement dans les studios Mills, qui est tourné dans les studios Mills. Donc ça aussi, oui, c'est américain, mais en même temps, ça fait travailler, ça loue des locaux chez nous. Je sais que des fois, on ne sait pas comment agir avec les États-Unis, mais en ce moment, c'est comme une espèce de collégialité, puis on a besoin de ces tournages-là oui, ici c'est à Montréal. pour l'industrie. Important. Surtout, chez nous, les tournages, on le sait, là, avec l'argent qui est moins présent, ben il y en a moins de tournages, ça se va vite, tandis que les Américains ont du budget. Donc ça, je trouve ça intéressant. Puis à suivre, parce que quand on regarde des séries après, ben peut-être que c'est une belle carte de visite après pour des touristes, surtout si la série est tournée au complet ici. Regardez juste Heated Rivalry qui était tourné au Canada. Ben oui. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils sont pas en nomination aux Emmy Awards, parce que c'est 100% canadien. Ah, oui, mais ça reste une superbe carte de visite. Ça a tellement été populaire, cette série-là. D'ailleurs, il y a une mise en garde par rapport à ça. Si vous voyez un tournage, ne pas vous approcher. Parce que tellement, pour Rivalité Passionnée, une espèce de buzz qu'il y a des gens qui voient des scènes et qui essaient de s'immiscer, de se rapprocher des scènes de tournage. Donc, même chose pour les autres. Si vous voyez des tournages, restez loin. C'est sûr que des fois, étant quelqu'un qui vient scéner, ça peut... Ça peut briser l'intensité du moment sur une scène de rapprochement, si je dis ça de même. Voilà, des yeux indiscrets. Et au sport, un autre abandon par blessure à l'Omnium Banque Nationale. L'Américain Frances Tiafoe, qui était le 15e favori là, de l'Omnium Banque Nationale, qui a dû jeter l'éponge là, au bout d'une manche et demie. Donc, c'est un autre gros nom qui quitte. Là. Il reste juste 4 des 10 meilleures raquettes qui étaient présentes là, à Montréal. En plus, bien évidemment, là, des forfaits d'Auger-Aliassime, Gabriel Diallo et Denis Chapovalov. On va-tu se rendre au bout de ce tournoi-là? Je sais pas qui va rester. Oui.